Bon, ben, bienvenue à tout le monde. Merci d'être là aussi nombreux aujourd'hui pour la dernière conférence du cours Sujet de pointe et dernière conférence d'année pour l'histoire, hein, mine de rien. Donc, aujourd'hui, on a avec nous Dr. Andrew Gonzalez, qui est professeur à l'Université McGill. Il détient la chaire Libère-Héros en conservation de la biodiversité au département de biologie de McGill. Il est auteur de plus de 170 articles dans le domaine des sciences de la biodiversité. Ses recherches portent notamment sur les impacts des changements globaux sur la biodiversité et les écosystèmes, ainsi que les stratégies pour leur protection. Il est coprésident du Group on Earth Observation Biodiversity Observation Network, le GEOBON, avec l'acronyme, et co-directeur exécutif du Centre de la science de la biodiversité du Québec, co-auteur du livre blanc Un plan sud pour le Québec. Il a travaillé pendant plus de 15 ans pour les gouvernements provinciaux et fédéraux sur des solutions stratégiques pour la protection de la biodiversité et des écosystèmes. Alors, bienvenue, Andrew. Merci de t'être déplacé pour venir nous voir aujourd'hui, nous présenter ta conférence, dont le titre, par ailleurs, est « Traverser les échelles et sciences et solutions pour la conservation de la biodiversité ». Donc, voilà, merci. Merci beaucoup. Contente d'être là avec vous aujourd'hui. Vraiment désolé pour le retard. C'est ma faute. J'aurais dû partir plus tôt. J'ai mal anticipé le trafic sur le 20. J'ai jusqu'à 1 heure. À quelle heure? Jusqu'à 1h15? 1h15. 1h15, OK. Incluant la période de questions. Oui. OK, ben, je vais essayer d'accélérer la première partie. Alors, on est... Est-ce que ça va marcher? Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Non, on pensait qu'on avait. Ça va être pénible, mais je vais le faire quand même. OK, nous sommes dans la période après COP15. L'adoption de nouveau cadre mondial pour la biodiversité a vraiment créé un nouvel horizon pour la collaboration entre la politique, la science de la conservation et la science de la biodiversité. Nous sommes dans une situation où il faut qu'on accélère le lien entre ce qu'on connaît, les notions de comment, qu'est-ce qui se passe au niveau de la biodiversité, comment ça change, le rythme de changement et la mise en application de ces connaissances-là. On a 4 objectifs et 23 cibles avec des cibles qui visent 2030. Donc, c'est presque demain. Et c'est clair que nous avons 196 pays qui cherchent à mettre en place des nouvelles stratégies pour la biodiversité. Mais que peut-on faire pour accélérer cette transition écologique, cette transformation de notre société? Ma présentation aujourd'hui va essayer de répondre à la nécessité de prendre en compte les échelles à laquelle la biodiversité change, les échelles à laquelle il faut qu'on mette en place des solutions et surtout travailler dans une façon collaborative entre les différents acteurs sur la scène, que ce soit au niveau national, municipal, provincial, avec des communautés locaux, autochtones. Il y a toute une all-of-society mainstreaming approach. Je vais essayer de faire mon mieux en français. Désolé si c'est un peu approximatif. Et vous allez voir que mes diapos sont à la fois en anglais et en français. C'est intéressant de lire. Est-ce que vous avez lu le nouveau cadre mondial pour la biodiversité? C'est absolument fascinant à lire parce que c'est quand même ambitieux et il y a 4 grands objectifs A à D. Je vous montre un petit peu de texte de A et B. Goal A, ici en haut, vous voyez 3 mots-clés qui n'étaient pas là dans le dernier du Aichi, les cibles d'Aichi. De 2010, vous voyez qu'on parle de « The integrity, connectivity and resilience of all ecosystems are maintained, enhanced or restored, substantially increasing the area of natural ecosystems by 2050 ». Donc, ce n'est pas simplement une question de superficie, de protéger 30 par 2030, oui, mais aussi d'avoir cette cohérence avec différentes dimensions, différents processus importants pour le maintien dans le long terme d'un écosystème. On parle de minimiser ou réduire le taux d'extinction, le risque d'extinction et de maintenir la diversité génétique. Donc, vous voyez que c'est assez complet comme objectif.
et ça touche à toutes les dimensions, toutes les facettes de la biodiversité de la gène jusqu'au écosystème. Objectif B, Goal B, c'est tout ce qui touche à l'humain, tout ce qui est bien et service écologique, les contributions de la nature à notre économie. Donc, on met l'emphase ici sur le fonctionnement et services des écosystèmes et un partage équitable de tous ces biens et services, bien évidemment. Donc, pour moi, depuis 15 à 20 ans maintenant, j'essaye de faire le pont entre diversité, changement de biodiversité de toutes ces facettes et le fonctionnement des écosystèmes. Et plus dernièrement, comment on peut transformer cette connaissance-là dans une approche, une stratégie pour le maintien des biens et services écologiques. Alors, pour faire court, le gros document du CDB est une théorie de changement. C'est une façon de voir comment nous pouvons absorber les connaissances, découvrir de nouvelles connaissances, évaluer les tendances sur le terrain, répondre et agir de façon adaptative à ces changements et prendre des décisions en fonction de cette relation très dynamique qu'on va connaître et on va voir sur les décennies à venir. Mais c'est compliqué parce que ça nécessite qu'on traverse des échelles de temps et d'espace, qu'on engage l'humanité, on engage les gens qui vivent sur le terrain, qui ont des besoins quotidiens, des liens forts avec la nature. Ça va prendre la technologie et ça va prendre une approche qui est multisecteur. Mais ce qui est essentiel dans tout ça, c'est qu'on comprend que les solutions doivent être appliquées à l'ensemble des échelles à laquelle les facteurs forçants, les drivers, les forçages de nos écosystèmes, il faut reconnaître qu'ils sont à la fois continentaux. Quand on considère qu'un continent, c'est un lieu d'échange de biodiversité latitudinale, on comprend que les éléments de phénologie, de topologie, variation climatique, de sol, d'utilisation des terres, d'impact de la ville et le milieu urbain, et le rythme à laquelle nous transformons les écosystèmes en milieu urbain sont bien connus, mais reste une opportunité aussi pour des dimensions plus pédagogiques, l'éducation, mais aussi de comprendre comment les citoyens peuvent être engagés dans une vision de ce que c'est la biodiversité dans le contexte du nouveau cadre mondial de la biodiversité. Et on arrive chez moi à Saint-Lambert, ma petite maison rouge ici, avec son toit blanche. Donc, c'est ça quand on parle d'échelle. On vient de faire un survol d'un point de vue continental sur ce qui se passe jusqu'à chez nous, où on se comprend qu'il y a des ravageurs, des insectes qui arrivent d'ailleurs au monde, on a des impacts climatiques, on vient de connaître un événement extrême qui a pas mal bousculé notre système social, mais aussi nos arbres. Donc, nous sommes dans un contexte où il faut qu'on traduise cette connaissance sur la biodiversité à ces échelles-là, mais en réalisant qu'il y a des trous, entre guillemets, ici, des absences très importantes dans nos connaissances. Vous voyez sur cet axe l'échelle spatiale simplifiée en local, regional et global. Donc, aussi sur l'axe vertical en termes de années, décennies et une vision plus au niveau centenaire. Et on se rend compte que nos connaissances dans les relations entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes sont plutôt à une faible échelle, à une échelle plutôt locale, voire un petit peu régionale. Nos connaissances en termes de lien entre le fonctionnement des écosystèmes et les biens et services sont au niveau plutôt régional et global. Nos connaissances sur les impacts anthropogènes et la biodiversité sont souvent citées à l'échelle régionale à globale. Et un petit peu à l'échelle locale. Mais qu'est-ce qu'on fait
comment on peut amener des connaissances au niveau régional long terme pour répondre à ces besoins du nouveau cadre mondial et de traduire ces connaissances sur le changement de biodiversité à ces échelles-là à une fenêtre d'intervention locale à régionale, année jusqu'en décennie, pour pouvoir répondre à les besoins du nouveau cadre mondial. Donc, vous voyez, on a besoin de traduire ce qu'on connaît ici et l'amener à la plus faible échelle spatiale, mais sur un laps de temps qui offre un point de vue plus long terme, mais dans le scope, dans la fenêtre du nouveau cadre. Ça, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de donner des consignes, des façons de voir comment on peut amener remplir ce trou dans nos liens entre la politique et la science. Alors, je n'aurai pas le temps de faire les trois, je sais maintenant, mais en fait, il y a trois défis que j'aimerais aborder. Le premier, c'est bien évidemment le rôle de l'échelle et comment on peut vraiment réfléchir à comment le changement de la biodiversité à une faible échelle peut se traduire en changement de fonctionnement d'écosystèmes et de biens et services à d'autres échelles. Donc, vraiment faire le pont, traverser les échelles. Le deuxième défi, c'est de ramener la connectivité, qui était un mot-clé vous avez vu dans l'objectif A, et une conception de l'importance de la connectivité sous forme de réseaux spatiaux. Comment comprendre le rôle d'échelle dans ce contexte-là. Et si j'ai un petit peu de temps, de vous faire un petit mise à jour sur ce que j'ai fait avec les ministères depuis 15 ans maintenant pour offrir des solutions, c'est-à-dire d'appliquer cette approche dans défi 1 et défi 2 sur la conception et la mise en place d'une stratégie pour la connectivité et pour la biodiversité et la connectivité de nos paysages. Alors, quand on réfléchit, quand on parle de changement de biodiversité, souvent on parle de taux d'extinction ou des tendances chez les populations. Et ce que j'aimerais qu'on fasse en tant qu'une communauté, c'est qu'on essaye d'avoir une approche plus globale de comment comprendre les changements. Nos collègues en climat ont une approche beaucoup plus mature sur la détection et l'attribution de ces changements. On sait que la biodiversité change à cause des événements, des forçages qui se réalisent à différentes échelles, des changements d'utilisation des terres, par exemple, des impacts climatiques, amènent à une dépendance sur les échelles qui est très importante. À une petite échelle, on peut imaginer que si on veut comprendre, par exemple, le phénomène d'invasion ou colonisation, on peut l'étudier à une échelle très fine, à l'échelle d'un paysage, ou de comprendre plutôt à l'échelle quasi continentale ou à l'échelle d'une grande province comme le Québec. Mais à aucun niveau, on ne peut pas privilégier les connaissances à un niveau au dépit des autres. Il faut vraiment prendre en compte ce qui se passe. Si on veut prédire sur cette échelle de temps et d'espace-là, il faut prendre en compte les mécanismes qui se passent à les échelles inférieures. Ça, c'est pareil pour les extinctions, pour l'adaptation rapide par des processus évolutifs, ici une espèce de rescousse évolutive, eh bien, par contre, des événements plutôt épisodiques comme les insectes ravageurs, par exemple, ou d'autres phénomènes, des maladies qui émergent et qui sont très stochastiques dans le temps. C'est l'ensemble de ces processus-là qui amène à des changements de répartition des espèces, des contractions, expansions de leur aire de répartition. Et on peut comprendre l'agrégat ou l'effet global total de tous ces changements-là par une approche qui se reflète sur une répartition, une distribution of change. Par exemple, ce qui est important à se rendre compte, que c'est qu'à chaque échelle, il y a toujours un point de référence, un baseline historique qui est important à établir. Et quand on voit des gains, c'est-à-dire des valeurs vers la droite ou des pertes des valeurs vers la gauche ici, on peut comparer l'ensemble de ces changements, ces fluctuations dans le temps et dans l'espace, à chaque échelle en comparant la répartition ou la distribution de changements à une échelle locale, régionale et plutôt continentale.
pour l'instant, il nous manque cette vision intégrée de comprendre les changements de biodiversité. Et donc, il nous manque souvent les points de référence de baseline, les références historiques, et il nous manque les séries temporelles suffisamment longues pour savoir si les changements sont réels, si les changements sont au-delà des moyens. On parle souvent de changements de variance, c'est-à-dire ce qui se passe ici, in the tails of the distribution, et où est-ce qu'on peut détecter les premiers signaux de changement? C'est rare que c'est dans la moyenne de la distribution. À partir de là, on va se poser la question, quel est le rôle fonctionnel de ces changements de biodiversité? Et c'est dans ce contexte-là qu'on amène la science de BEF, biodiversité et fonctionnement des écosystèmes. Depuis les années 90, on a essayé de faire le lien entre les changements de biodiversité que je viens de vous montrer, que ce soit l'invasion, l'extinction de différentes espèces, la diversité fonctionnelle de ces espèces-là. On a manipulé dans des contextes expérimentaux le nombre d'espèces ou le génotype ou le type fonctionnel sous des conditions contrôlées. Et on a découvert que dans un contexte expérimental, il y a un lien typiquement assez contraint. On retrouve plus ou moins le même type de relation entre la diversité et le fonctionnement. Et c'est une courbe, on va dire, logarithmique, ou dans certains cas, plutôt c'est une courbe de puissance, a power law relationship, on dit ça en français, avec une pente, si on ajuste ça sur des échelles logarithmiques, bien évidemment, ça va être une ligne droite. Donc, avec une pente plutôt constante d'un quart. Quand on fait la synthèse des centaines et de centaines d'expériences, on se rend compte que donc, chaque histogramme-là représente une synthèse de toutes les pentes observées à travers toutes les expériences faites depuis les années 90. Et nous avons trouvé que c'est bien centré sur une certaine forme de cette relation qui est autour d'un quart. Il y a pas mal de variabilité. Il ne faut pas négliger l'importance des pentes plus importantes, même des pentes négatives, bien sûr, ça arrive. Mais si on prend ça comme une règle de Pouce, ça veut dire qu'on peut commencer à extrapoler, même essayer d'aller au-delà d'un contexte, d'une expérience dans un champ ou dans un bocal ou dans une boîte de pétri ou dans une chambre contrôlée et de dire, est-ce qu'on a pris suffisamment depuis 30 ans maintenant d'aller projeter les relations ici comme une relation prédictive? Est-ce qu'on peut supposer que cette relation est bien comprise par des mécanismes on va dire de complémentarité, par exemple, ou d'effet de sélection, ou différentes raisons pour lesquelles on a une accumulation de fonctionnement avec l'augmentation de la diversité? Et vous voyez qu'un changement proportionnel dans la diversité, on attend un changement proportionnel dans le fonctionnement d'un écosystème donné. À savoir que les effets compliquants, c'est souvent, par exemple, qu'on vise des prairies. Christian et vous autres, je sais que vous êtes impliqués dans des études au niveau d'une forêt, mais on a exploré ce qui se passe dans un contexte d'un lac. C'est souvent, on retrouve toujours la même tendance, mais les variabilités présentent des effets trophiques et d'autres dimensions complexes d'un écosystème. Mais en supposant qu'on peut prendre cette tendance comme on va dire, une règle empirique de la relation entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on atteint la limite, le fonctionnement, vous voyez, ça plafonne très, très rapidement ici, à partir d'un très faible niveau de biodiversité. Ce qu'on sait, c'est que maintenant, c'est parce qu'on a une vision très locale des choses. À partir du moment où on a grandi notre vue, the scope of analysis,
on se rend compte qu'à partir du moment qu'on laisse derrière nous une communauté locale et on commence à prendre en compte la biodiversité bêta, c'est-à-dire les changements de turnover de biodiversité d'un lieu à un autre, un écosystème à un autre, on se rend compte qu'on a besoin d'une diversité régionale beaucoup plus importante que ce qui est suggéré par les expériences précédentes. Donc, si on veut vraiment donner une consigne à nos décideurs, à nos acteurs, et sur qu'est-ce qu'il faut protéger, qu'est-ce qu'il faut maintenir, il y a des arguments très importants pour la diversité régionale. Ici, vous voyez l'approche par Liang et al., je n'étais pas co-auteur de cet article, dans Science, où ils ont ramené toutes les études faites dans des plots, forest plots, partout au monde, où ils ont exploré le lien entre richesse spécifique d'arbres et la productivité de ces arbres. Et ils ont, vous voyez à la carte ici, la couleur correspond à différentes valeurs de cette pente entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Vous voyez, nous avons une espèce de cartographie de cette relation à l'échelle mondiale. Donc, il y a des variations très importantes dans la pente. Vous voyez des valeurs bleues plus au nord, c'est-à-dire des pentes plus fortes, donc la contribution proportionnelle plus élevée des arbres au nord que au sud. On peut avoir une bonne discussion de peut-être pourquoi les pentes sont... Il y a une biogéographie de cette relation entre le fonctionnement des écosystèmes et de ces écosystèmes et la biodiversité, mais à savoir que la contribution spécifique à la production des arbres est extrêmement importante. On ne parle pas juste de monoculture, on parle d'estimer la valeur sensu stricto de la diversité à la productivité de ces forêts. Donc, c'est un changement de point de vue. On ne parle pas de monoculture, on parle de favoriser la diversité d'arbres, la diversité de nos forêts, parce que ça a un impact sur la productivité et forcément un impact sur le carbone stocké. Donc, après 20-30 ans de travail sur les liens empiriques entre la biodiversité et le fonctionnement, on se dit, OK, on comprend, est-ce qu'on peut amener ça dans un contexte décisionnel où on vise la diversité comme un levier à la fois politique et un levier écologique qui nous justifie pourquoi la diversité est essentielle. De point de vue instrumentaliste, bien évidemment, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on valorise la biodiversité. Mais c'est un changement assez important, d'un point de vue très important, qui relie objectif A à objectif B dans le cadre mondial pour la biodiversité. OK. Dans cet article-là, on a essayé de ramener toutes les compréhensions, toutes les théories, tous les modèles, les meilleures données, pour essayer de montrer ou d'expliquer comment on peut aller d'une petite boîte de connaissances dans une intersection où on a pris notre compréhension sur le lien entre biodiversité et fonctionnement, qui était à une faible, petite échelle spatiale et temporelle, et souvent pour des assemblages d'espèces assez simplistes, parfois pas très réalistes. Donc, l'enjeu, c'est de dire, est-ce qu'on est capable non seulement de passer de cette cube de connaissances à une plus grande échelle, mais de pouvoir prédire ce qui se passe à ces plus grandes échelles de temps, year to decade to century, jusqu'à l'échelle de paysage continental, aussi bien sur le milieu terrestre que milieu marin ou milieu aquatique. Ça, c'est le défi. Ça, c'est notre défi en tant que chercheur dans notre domaine, et de faire le pari qu'on est capable de faire ça. Ça, c'est ce que nos collègues en climat ont fait. Ils ont fait passer de micro à méso à macro. Est-ce qu'on est capable de faire l'aller-retour, de traverser les échelles à partir de nos connaissances locales, à des consignes, à la politique, à un investissement de la science de la biodiversité dans une approche globale, telle que c'est demandé par le cadre mondial de la biodiversité. OK. Je vous donne quelques indices, quelques exemples de ce que je veux dire quand on parle de passer de local à régional. Donc, imagine un ensemble de communautés, écosystèmes sur un territoire donné. Chaque petit cercle représente un écosystème différent. De chaque lien
représente par exemple la dispersion des animaux ou des plantes entre lieux. Donc, c'est un réseau spatial d'écosystèmes. La première façon de voir l'importance de l'échelle, c'est d'observer un endroit pendant très longtemps. Quand on fait ça, des études par Peter Reich et d'autres à Minnesota ont démontré que la pente de la relation entre la diversité et le fonctionnement dépend du temps, dépend de la longueur à laquelle on regarde et observe un écosystème. Ça veut dire que le rôle de la biodiversité devient de plus en plus important lorsque la communauté est exposée, est confrontée par les aléas, les variations dans la météo, dans la qualité des sols, les insectes ravageurs, les herbivores. Le rôle de la biodiversité est révélé. Donc ça, c'est une façon de voir sur l'axe de temps. Sur l'axe d'espace, petite animation montre la façon de mesurer ça, c'est de prendre le half saturation constant. Je n'ai aucune espèce d'idée comment dire ça en français. Je sais, vous savez, dans un cours de Michaelis-Menten courbe pour Enzyme Dynamics, on mesure le half saturation constant. C'est le nombre d'espèces nécessaires pour avoir 50% de productivité. Ça augmente dans le temps. OK. L'espace. Nombre de communautés, nombre d'écosystèmes et la diversité nécessaire pour atteindre 50% de fonctionnement. Quelle est la relation entre le nombre de communautés et cette mesure de fonctionnement? Ce qu'on trouve, quand par exemple, les études de Rachel Winfrey et Forrest Isbell ont montré que, par exemple, quand on étudie les communautés de pollinisateurs à travers une grande étendue territoriale, vous ne voyez pas très bien, mais chaque point ici représente une communauté. Ils ont visité ces communautés de plantes, ils ont capturé les pollinisateurs, ils ont quantifié le nombre d'espèces de pollinisateurs. Vous voyez que plus on élargit notre scope dans l'espace, plus on a besoin de communautés. C'est-à-dire la diversité spatiale répond à l'hétérogénéité dans l'espace. Donc, du coup, évidemment, ça plafond à un moment donné parce qu'on atteint l'hétérogénéité régionale. Donc, la diversité des bourdons, pollinisateurs accumule. Ça répond à la variation spatiale et ça montre une autre forme de relation à l'échelle régionale. Donc ici, on se concentre sur le turnover ou le changement d'identité et de composition d'espèces d'un écosystème à l'autre. Donc avec ces dimensions-là, on peut les ramener ensemble et comprendre comment les échelles de temps et d'espace jouent ensemble pour déterminer le fonctionnement d'une grande étendue. OK? On répond à une hétérogénéité spatiale et une hétérogénéité temporelle. Oui. Une petite question. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre l'hétérogénéité spatiale et temporelle? En fait, c'est la même chose. Hein? À un certain point, plus tu augmentes ton effet spatial, plus tu as des perturbations différentes. Absolument. Et en même temps, dans le temps, donc les deux sont reliés par exemple. Très, très reliés. Souvent, les événements, par exemple, les événements temporels, comme le verglas, est très intense, assez circonscrit dans l'espace. Mais quand tu as des événements pas corrélés dans l'espace et le temps, évidemment, tu révèles cette hétérogénéité dans différents endroits, à différents moments, à différentes échelles. Je faisais le lien entre le fait qu'avec le temps, la courbe change et avec l'espace aussi, parce que c'est. Tout à fait. Ça représente les mêmes. Tout à fait. On parle de cette corrélation dans l'espace et le temps, l'autocorrélation dans l'espace et le temps fait qu'il y a quand même des fortes relations entre les deux. Ils ne sont pas linéaires. En fait, ils sont plutôt fractales. Donc, on comprend qu'on est plutôt dans un contexte logarithmique où tu vois accumuler certains événements avec certaines échelles spatiales. En fait, on est des enfants dans ces jeux de comprendre comment le scaling of environmental heterogeneity dans le temps et dans l'espace joue dans ce domaine de BEF. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de cet article, mais on a listé 6 causes qui font le lien, 6 raisons, mécanismes écologiques et évolutifs qui vont faire le lien entre
changement de fonctionnement, changement de biodiversité dans les axes de temps et d'espace et le changement attendu du fonctionnement de l'écosystème. Je vais me concentrer sur le 5e surtout, et je vais faire un petit clin d'œil à la 4e dans les prochaines diapos. Je vais essayer de faire simple. C'est un genre de bande dessinée, genre de simple répartition de ce que je veux dire quand on parle de scaling, PEF. Donc, ça va pas. Scaling, c'est autre chose que scale dependence. C'est comment tu peux traverser les échelles, quelles informations il faut avoir à l'échelle faible pour aller à une échelle supérieure. So let's draw the cartoon. Vous avez un transect dans l'espace, ou ça peut être dans le temps. On va avoir vous allez voir différentes courbes ici. C'est une première courbe d'une valeur arbitraire de l'environnement. Température, humidité, pH. Certaines espèces vont être associées avec différents spectres de l'environnement, différentes bandes de température, pH, etc. Peut-être c'est structuré de façon trophique. Donc, on reconnaît du turnover, l'identité des espèces. Quand tu regardes, tu coupes ici, tu vas voir certaines espèces, mais quand tu agrandis ta fenêtre, tu vas accumuler un plus grand nombre d'espèces, tu vas voir l'accumuler, la diversité. On peut mesurer de différentes façons la diversité à chaque endroit donné. Ça varie dans l'espace ou dans le temps, et on peut mesurer le fonctionnement de ces écosystèmes-là, la productivité primaire, secondaire, recyclage de nutriments, pollinisation. OK, ça c'est une situation typique de chaque écologiste dans ce salle. En général, on mesure une ou plusieurs parties de cette situation imaginaire. Ce que je veux comprendre, moi, c'est quand on observe le système à certains grains, on peut dire ça, à certains grains, certains niveaux de résolution, on obtient une compréhension de les liens, les corrélations entre ces variables. Quand on passe d'une échelle à une autre, on commence à agréger notre information, on attend plus longtemps, ou on prend une plus grande fenêtre géographique, ça va nous donner une autre vision de les liens entre la biodiversité et le fonctionnement. Regardez les liens entre les variables, diversité et fonctionnement. In my fantasy example, vous voyez pour chaque point de notre scaling, il y a une valeur diversité, il y a une valeur diversité et une valeur fonctionnement. Ça nous donne une tendance qui ressemble un peu à ce que j'ai montré tantôt, cette scaling power law relationship d'un cas. Qu'est-ce qui se passe alors quand on agrège cette information-là? Vous allez voir que la pente va changer. La pente change parce qu'on commence à accumuler, on commence à rencontrer d'autres espèces, de nouvelles hétérogénéités. On a moins de points, mais le lien entre diversité et fonctionnement change. Et en fait, l'enjeu à faire, que personne n'a fait jusqu'à date, et il y a beaucoup de monde autour de la planète qui essaye de ce qu'on dit en anglais, unveiling, dévoiler, j'adore ça, dévoiler la relation entre scale et la pente, la valeur de la pente que vous voyez ici. Donc, la valeur de la pente du deuxième échelle, les points verts, est supérieure à celle de point bleu. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, il faut dévoiler de gauche à droite. Et en fait, pour l'instant, on ne sait pas à quoi a l'air cette relation. Donc, une première notion d'inconnu qui est essentielle si on va réaliser les objectifs du CDB. Parce que des acteurs à une échelle doivent prendre en compte ce qui se passe à d'autres échelles. Si on veut reconcevoir nos paysages pour assurer qu'il y a une durabilité dans le temps de biodiversité et fonctionnement, ben ça, c'est essentiel. Y a-t-il des questions? J'essaie de comprendre pourquoi ça baisserait avec l'augmentation de l'échelle, mais on ne sait pas. Ben, si, on sait. Je veux dire, les modèles qu'on a publiés démontrent que ça dépend si tu as un certain niveau si ça plafond et tu as une homogénéisation, tu peux avoir une baisse.
En fait, ça peut aussi augmenter. We just don't know where this is. Je vais sauter ça. C'est un article avec mon ancien étudiant Patrick Thompson où on a simulé la situation, où on a pris en compte différents nombres de patchs, on variait la structure temporelle de l'environnement et regardé comment la pente dépendait de l'échelle dans ce modèle de Lotka-Volterra. Et on trouvait une relation linéaire, donc on ne voyait pas de baisse, comme Christian vient de demander. Pourquoi? Parce qu'on visait pas vraiment la région. On s'inspirait des données issues de Cedar Creek à Minnesota où on avait des plantes qui nous inspiraient. Donc, tout ça, c'est d'échelle de, je sais pas, 1 hectare, 2 hectares. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on prend l'étendue du Minnesota, ou les États-Unis, ou l'Amérique du Nord? Ben, ça va faire des choses autres que ce qu'on voit ici. Donc, je vous encourage, si vous êtes intéressé par cette problématique, de lire les articles de Patrick et Al. Alors, il y a 2 maintenant sur ce phénomène. OK, connectivité et conception de réseaux d'écosystèmes. Je vais raccourcir cette partie. Je suis obsédé par bâtir une théorie qui bouche le trou entre le micro et le macro. Ça, c'est la notion de métacommunauté. J'étais impliqué dès le départ de l'approche métacommunauté dans les fins des années 90, où on a réalisé que si on ne prend pas en compte les déplacements d'espèces, l'ajustement entre la valeur sélective d'une espèce et où il se trouve, si on ne prend pas en compte ces mouvements, ces connectivités, ces flux, on va mal comprendre, on va sous-estimer la productivité et le fonctionnement des écosystèmes. Le mouvement sensu stricto contribue au fonctionnement. Donc, on a tous l'intuition, si tu coupes la dispersion, si tu coupes la connectivité, on voit la perte des espèces, les espèces rares, on voit une baisse de productivité. En fait, c'est parce qu'il y a une dimension de spatio-temporal dynamics qui maintient un certain niveau de fonctionnement. On a donc fait des expériences, on a fait beaucoup de modélisation, c'est-à-dire de modéliser des réseaux de communautés de différentes espèces entretenues par la dispersion. On a fait des expériences évolutives où on démontre que l'adaptation même a besoin de ce déplacement-là, parce qu'une espèce, plus une espèce rend compte de différentes dimensions de l'environnement, plus elle est capable de s'adapter, de généraliser, d'intégrer cette variabilité dans cette diversité intraspécifique. Donc, pour faire court, on a nommé ça en anglais Spatial Insurance Hypothesis, l'hypothèse d'assurance spatiale. C'est-à-dire qu'il y a un besoin d'avoir une diversité spatiale et qu'on le maintient par la dispersion pour assurer le fonctionnement de ces métacommunautés et la diversité de ces métacommunautés. On a observé et on retient 2 grands résultats. Le variable qui nous intéresse, c'est le taux de dispersion, c'est-à-dire le rythme à lequel différentes espèces se déplacent, les individus se déplacent dans le temps et l'espace. Ça peut être pour les plantes et pour les animaux, bien sûr. Ce qu'on constate, c'est quand on augmente la connectivité, qu'on passe des facteurs de 10 chaque fois, on voit un boost de production à la fois locale, à l'échelle d'une patch, un parcelle, ou à l'échelle régionale, mais ça, ce lien entre la productivité et la diversité fonctionnelle dépend d'un certain niveau de connectivité. Si tu baisses trop la connectivité, les espèces sont isolées et tu n'arrives pas à faire mélanger les espèces, de faire déplacer des espèces, et tu vas trop loin, si tu as trop de dispersion, tu mélanges la communauté et tu finis avec quelques espèces seulement. Et donc, la productivité est réduite. En parallèle, tu as un résultat sur la stabilité de ces écosystèmes-là. Tu vois, la coefficient de variation est minimisée pour un taux de connectivité intermédiaire. Ce qui fait qu'il y a une fenêtre optimale où tu maximises la productivité et tu minimises l'instabilité du système.
Donc, quand nous, on transforme le paysage, quand on isole des écosystèmes, on est en train de jouer le jeu, de faire le jeu, de changer la valeur sur l'axe X ici, sur l'axe horizontal. Malheureusement, en général, on ne sait pas où on est pour un écosystème dans la grande nature. Quel est le taux de dispersion moyenne? Quel est le taux de dispersion? Mais évidemment, il n'y a pas un seul taux. Le taux, c'est une réalisation de mouvement de l'ensemble des espèces d'animaux et plantes dans le système. Donc, c'est plus compliqué que l'exemple simple que je mets sur le diapo ici. Mais vous comprenez, j'aimerais que vous reteniez que le mouvement sensu stricto joue un rôle extrêmement important. Ce qui fait que... Comment je peux faire? Comment je peux faire? Comment je peux simplifier ça? Il y a 2 ans, on a voulu prendre cette vision-là, méso, et on l'a projetée à l'échelle planétaire. Et avec Akira Mori, un génie, jeune chercheur, qui a dit, OK Andy, si on prend cette vision métacommunauté, on la projette sur la planète et on modélise les métacommunautés d'arbres et on modélise comment ces arbres vont répondre au changement climatique en prenant en compte le trait de dispersion, la réponse au changement climatique et les scénarios socio-économiques. Quel est le futur de la production de nos arbres, nos forêts, partout sur la planète, selon ces différents scénarios? Et est-ce qu'on peut calculer le coût de perdre la contribution de la diversité d'arbres à la production des forêts et du coup, le carbone stocké? Ce qu'on cherchait à trouver, c'est la possibilité d'une boucle rétroactive positive entre les baisses de facteurs de changement climatique, de GHGs, Greenhouse Gas Emissions. Si on peut baisser les émissions de gaz à effet de serre, minimiser l'impact du climat sur les arbres, est-ce qu'on peut maintenir la contribution de la diversité à le stockage de carbone dans un contexte de nature-based solutions? OK, je reprends. Plus on laisse chauffer le climat, plus on met la diversité à risque. Si on élimine la biodiversité, on réduit la contribution de la diversité à le fonctionnement des forêts, on va diminuer le carbone stocké, pour toutes les raisons que je viens de vous montrer. OK, un argument, du coup, pour baisser le nombre d'émissions de gaz à effet de serre, c'est de maintenir la contribution de la diversité au fonctionnement et au stockage de carbone. Personne n'avait quantifié ça. C'est un argument de diversity pure argument for limiting greenhouse gas emissions. Saying it in English, just in case. OK. On a pris les scénarios, vous avez peut-être entendu le shared socio-economic scenarios. Souvent, on utilise seulement les scénarios changement climatique. Mais en fait, ce qui est important, ce n'est pas juste RCPs, c'est les voies qu'on prend. Parce que les SSPs, Shared Socio-Economic Pathways, prennent en compte comment on utilise la terre, comment on change l'utilisation des sols. Et les arbres ont besoin d'espace, on a besoin de forêts. Si on perd la superficie, oui, c'est important, mais qu'est-ce qui se passe si on perd des espèces à cause de l'interaction entre l'utilisation des sols et les changements climatiques? OK. On a calculé la contribution de la diversité d'arbres au fonctionnement des forêts dans les différents scénarios et on a comparé business as usual tel quel, je sais pas, avec, donc, tel quel, avec des scénarios plutôt optimistes et des scénarios pessimistes. Pour faire cela, on a utilisé, we trained an AI. So we ran many I'm going to say this in English. We ran many meta-communities, tens of thousands of meta-communities, simulating how trees will respond to climate by 2070. We ran it for 1,700 species, over 115 million grid cells.
So imagine a future where trees are moving. We're imagining an expectation of colonization extinction dynamics under this meta-community vision. And we're counting how many trees are there in 2070, how many species of trees are there in each pixel. And we're calculating their productivity, their biomass, and how much carbon they're storing. Okay, so the AI learned the association of tree species into the future. And then we applied that projection. So for each biome, there are 14 biomes, from tropical, coniferous, tropical, dry, broadleaf forest to tundra, alpine, shrublands, etc., etc. Ces couleurs correspondent aux couleurs que vous voyez ici. Vous voyez, comme j'ai dit tantôt au début de la présentation, nous attendons une répartition, a distribution of change, avec un effet positif ou un effet négatif sur la diversité d'arbres, selon les scénarios. Donc, pour la première fois, on a calculé comment les forêts futures vont ressembler sous différents scénarios socio-économiques. Ça, c'est sur la diversité. Donc, dans beaucoup d'endroits, on va voir un impact positif d'atténuer les gaz à effet de serre. Diminishing climate change effects will have a positive effect on, not always, parce qu'il y en a quand même des valeurs à gauche. Forests are a highly dynamic system responding to climate change in many ways. But what we wanted to show you, ça c'est la peste de résistance, what is the effect size on functioning? Everything above zero shows you that slowing climate change has a positive effect on the contribution of tree diversity to functioning. But the relationship depends upon which biome you're in. And so this is where it's geographically mapped the effect size en pourcentage. Ça veut dire que la contribution de la biodiversité au stockage de carbone et productivité future varie de 9% à 40%, selon le biome, selon le scénario pessimiste, optimiste. Donc, pour la première fois, on a réussi à calculer, c'est une estimation à faire à partir des modèles, des scénarios. On ne sait pas comment va avoir l'air le futur, mais on est capable de ramener toute cette science et scaling, dispersal, traits, movement, to try to project what the future of our forests will look like and their contribution to climate mitigation. I'm going to stop with this slide, even though I have a whole third part of my talk. Hélas. Ce qu'on vient de voir, c'est que if we lower greenhouse gas emissions, we're going to support the benefits of biodiversity for climate change mitigation. That the ecological, marginal, economic benefits of having more species in an ecosystem accumulates to global scales. Vous savez que les pays qui ont le plus grand coût social dû au changement climatique, donc les meurtres dus aux événements extrêmes, les canicules, etc., ont le plus grand, on voit la plus grande contribution de la biodiversité à l'atténuation des effets du changement climatique. So there's a very strong relationship. So economies like the US and China who see the biggest impact on their productivity, economic productivity, will see the biggest impact on their forest productivity as measured by the contribution of tree diversity. So if we slow climate change, we end up with a triple win. A win on climate, a win on tree diversity in this case, and for society, because we're going to lower the social costs of carbon emissions. So that's cool. Think about all the animal diversity we associate with forests. Think about all the other complexities of why there's a good reason for keeping intact, biologically diverse forests. This paper only scratches the surface of a whole new way of combining forest ecology, spatial ecology, temporal ecology, meta-communities, climate change science, and linking it to scenarios of the future. So for me, this is the kind of research we need to be doing to support decisions under the new global biodiversity framework. Each dot on here, by the way, is a country, 198 countries in the system. We can go to Canada and we can see what will be expected for Canada. Remember, this is at a 1 kilometer resolution. So can we rerun the model
for Canada. Do it at a finer scale resolution. Do it at a scale that Domtar might be interested in, or Hydro-Quebec might be interested in, or thinking about how do we manage the provincial diversity contribution to carbon storage. That is the conversation I want to bring to our chief scientist, whether that's in Ottawa or in Quebec. Think about diversity not as this thing we have to protect and we have to regulate and we care about our beluga and our caribou. Yes, we care about our beluga and our caribou, but biodiversity is essential to the functioning of ecosystems and our long-term sustainability. So I had a whole thing about how we're doing corridor planning for the St. Lawrence lowlands, and I'm going to skip all that just to show you the last slide of my talk there, where we have, through our spin-off company with Christian Habitat, with the ministries, with the QCBS, with my own lab, we have now got to this point where we can combine algorithms projected into different SSPs, different climate futures. We can plan corridors for an ecoregion de 40,000 km², and start to have the conversation with NGOs, with businesses, with the municipalities, about thinking collectively about how we maintain connectivity of our trees, of our animals, and begin to implement this meso approach that we applied in that previous study, and is at the heart of the spatial insurance hypothesis. Donc, vous voyez, j'espère, vous voyez le fil conducteur qui part de la politique, de l'approche de traverser les échelles, de réaliser ça dans des études qui donnent des vraies consignes et qu'on l'applique dans une stratégie pour la province, pour les écorégions, pour les municipalités, de réaliser leur contribution à un enjeu sociétaire global. Sur ça, j'arrête et je vous remercie pour votre énorme patience avec mon français et avec l'heure. Je pense qu'on va faire seulement quelques questions. On a une discussion avec les étudiants cet après-midi, de toute façon. Les étudiants, vous aurez bien le temps de poser les questions que vous voulez. Est-ce qu'il y a une première question? Oui. Oui, Andrew, c'était super intéressant. Je me demandais les socio-economic pathways. Tu parles, t'en avais 5, t'en avais un sur la durabilité, Oui. mettons, j'ai regardé durabilité, mettons, inéquité. Oui. Je me demandais c'était quoi un peu les indicateurs qui vous permettent de regrouper ces pathways-là. Oui. Qu'est-ce qui définit finalement le Oui. pathway sustainability? Oui, en fait, ils prennent 5 ou 6 mesures en compte. Population, demande de cette population économique, les besoins de différents secteurs industriels et ressources naturelles, donc agriculture, foresterie. Ils prennent en compte comment ces différents secteurs vont jouer ensemble sur 50 ans, 100 ans. Donc, c'est sous un modèle contraint. Ils modélisent aussi les dépenses économiques, c'est-à-dire trade, échange, export, import. Donc, quand on a une vision qui est business as usual, ça suppose globalization, regional rivalry, une expansion de notre économie sans prendre en compte l'écologie. Mais dans un contexte sustainability, on réduit global change and trade, on réduit les gaz à effet de serre, on fait toute une panoplie de choses qui ramènent sur une économie verte, ce qui minimise les impacts sur les écosystèmes. On voit un plafonnement de la taille de la population, on voit une diminution d'impact, de demande de cette population. So you have to go into il faudrait que tu ailles voir comment chaque scénario est pris en compte, mais il y a des mesures d'économie, démographie, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Impact et géographie, l'empreinte humaine sur le paysage et sur les océans. Fait que les indicateurs sont les mêmes pour les 5 scénarios. Absolument. Donc, c'est des paniers de mesures, de métriques qui sont contraints d'évoluer ensemble d'une certaine façon future. Dans l'article de Maury et Tal, Oui. c'est là-dedans. C'est là-dedans. Alors, on fait un court résumé de ce que c'est un SSP. Que tu ailles voir dans les documents du GIEC, ça a été dit.
Et c'est de plus en plus commun de voir les modèles contraints par les SSPs au lieu des RCPs, parce que tu amènes les drivers, les causes d'un futur donné. Merci. Une autre question? Oui. Et comment, je vois bien la vision à la fin, c'est super intéressant, mais on est tellement loin dans notre système socio-économique actuel de faire ça. Comment on va y arriver, de convaincre Tu veux dire à l'échelle du Canada, Québec ou l'échelle du Québec, du Canada? Oui. Ça ne va être pas du tout comme ça. Donc, dans mon expérience, il y a une première partie qui est je suis bien chez moi, je ne veux pas changer. Et toi, tu es là-bas, moi, je suis ici. C'est fatigant de se parler de tout ça. Là où j'ai vu des changements réels dans ce projet-là, ça a pris 15 ans, hein, on a mis les agriculteurs autour de la table. On a mis les forestiers, on a mis les citadins de différentes villes, on a mis les ONG ensemble et on les a forcés de travailler ensemble, de comprendre les enjeux, de voir que ce n'est pas un compromis chaque fois qu'il y a des synergies, scénarios gagnant-gagnant, même si ce qui est réalisé sur le terrain. Mais chaque propriétaire, chaque municipalité, chaque MRC prend des décisions en fonction de leurs besoins. Mais de plus en plus, on partage ce que c'est un bon. On partage les valeurs, pas les valeurs, même valeurs en termes d'économie ou d'exploitation, mais on partage la même valeur de qualité de vie. On partage la même valeur de ce qu'on souhaite avoir, ce qu'on souhaite laisser. Donc, quand peut-être je donne une vision optimiste. Je suis pas. C'est pas une fantaisie de croire que quand tu mets du monde autour de la table et tu commences à parler du futur et des valeurs qu'on partage, on finit avec une conception qui est de notre territoire qui n'est pas pareil de nos parents. Quand on parle avec nos jeunes, quand on parle avec des gens actifs sur le terrain, à mon avis, ça tend plus vers de l'optimisme que du pessimisme. So we have to work with that. I'm seeing massive movement across Canada in light of the GBF. Lots of interest. You know better than I do in terms of conversations you're having with forestry companies, with Hydro-Québec, they're all developing biodiversity strategies. Pour moi, ce n'est pas la question de est-ce qu'on va réaliser une stratégie, c'est est-ce que ça va se passer à temps. Are we going to realize 2030 targets or 2050 targets? On peut en parler longtemps, mais il faut que la stratégie ne soit pas seulement une stratégie locale, mais une stratégie globale et il faut tout intégrer. Voilà. Exactement. Que tu amènes des acteurs qui ont une empreinte à différentes échelles, dans le même sac. Je pense que c'est fini. Une question, oui. Mais en fait, c'est une question peut-être plus pour avoir ton point de vue. Dans la plupart des projets dans lesquels je travaille, on travaille à une échelle d'intervention, je dirais, régionale. Oui. C'est un choix, c'est un choix pour. C'est peut-être un choix, une intuition que c'est une échelle à laquelle on peut intervenir et on peut faire des gains. Parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs, c'est pas surréaliste, on n'a pas des millions d'acteurs, on a généralement des acteurs qui sont généralement bien identifiés. Puis, dans le contexte, je veux peut-être amener sur le contexte des espèces en péril. Quand on travaille sur le rétablissement d'espèces en péril, et qu'elles soient, souvent on a des plans d'action, puis on essaye d'identifier les stresseurs. Puis, question qui revient toujours, c'est on identifie X stresseurs, 3-4 stresseurs. On veut connaître c'est quoi les valeurs seuil sur ces différents stresseurs. Donc ça, déjà, c'est une belle question théorique. J'aimerais juste savoir un peu ton point de vue là-dessus. Puis, intuitivement, on comprend aussi que ces stresseurs-là, qu'ils soient pris individuellement ou cumulativement, peut-être que les valeurs seuil ne sont pas les mêmes. Oui. Et tout ça, pour l'instant, moi, ce que je vois, en tout cas dans les domaines dans lesquels sur l'espèce à laquelle je travaille, c'est complètement à l'extérieur. Mais très loin d'aller dans ce niveau de complexité. Alors, peut-être que si pas de chance, je tombais dans la mauvaise table, mais on est très loin d'intégrer ce niveau de complexité quand on étudie les stresseurs, puis qu'on dit, il faut qu'on agisse sur les stresseurs, puis on va réussir à, si on passe en dessous des seuils, la population groupe va se rétablir. Puis j'aimerais ça juste entendre, voir ton point de vue par rapport à ton expérience, peut-être aussi sur l'espèce en péril. Qu'est-ce que tu penses de ces approches-là? Puis est-ce que tu préconiserais quelque chose de plus, un peu plus à jour là, pour agir sur des questions de rétablissement? Dans ton cas, c'est quoi les stresseurs?
je prends le cas spécifique qui m'intéresse en ce moment, c'est le beluga du Saint-Laurent. Oui. Puis les stresseurs, on en a 3 qui sont principalement identifiés, Oui. c'est le bruit sous-marin, l'alimentation et les contaminants. Oui. Là, évidemment, quand on parle de bruit sous-marin, on parle de navigation. Oui. Toutes sortes de navigation. Et tout le monde veut savoir, c'est how much is enough? De combien est-ce qu'on peut réduire pour réussir à avoir fait notre part et puis se dire, maintenant, la balle est dans le camp des pollueurs, la balle est dans le camp du rétablissement de la chaîne Scientifique. Donc, un exemple. Oui, non, mais c'est tout à fait. Moi, ça me paraît un peu déconnecté toujours de se dire, on va arriver avec des valeurs seuil. Je pense qu'on en est loin, puis que c'est beau en théorie, mais en pratique, c'est plus complexe que ça. C'est sûr qu'il y a la science pure là-dedans qui est ça, déjà qu'il y a les seuils, il n'y a pas un seul seuil parce qu'il y a une variabilité intraspécifique et interpopulationnelle qui est très important et que c'est rare qu'on mesure ça sur le terrain. Mais souvent, on applique un seuil qui est élaboré dans un contexte laboratoire, loin de la réalité du terrain où les stresseurs sont en interaction. C'est rare qu'on comprend comment un cocktail de stresseurs va se réaliser sur la valeur sélective de nos individus et nos populations dans le cas d'un beluga. Et d'ailleurs, on ne se rend pas compte des impacts secondaires sur les proies ou les prédateurs de ces espèces ciblées. Moi, j'ai fait des études récemment sur le glyphosate, le Roundup, qui est appliqué sur nos champs, bien sûr, GMO crops, soja par exemple. OK, il y a un seuil indiqué par le Canada, un seuil fédéral qui est de X milligrammes. On dépasse ça largement par plusieurs ordres de grandeur. Quand on fait l'étude dans une expérience contrôlée, on a non seulement démontré que non seulement ça tue les mauvaises herbes, ça tue toutes les phytoplanctons dans l'eau. Non seulement ça tue les phytoplanctons, mais ça impacte sur le zooplancton et par la suite, on n'a pas fini. L'effet secondaire, c'est qu'on voit un spike, une hausse dans le niveau de résistance aux antibiotiques qui est en corrélation avec la résistance au glyphosate. C'est le même mécanisme, les mêmes pompes cellulaires qui rejettent le glyphosate d'une cellule, qui rejettent les antibiotiques. Donc, ce que tu vois, c'est tu vois disperser, diffuser un effet stresseur sur l'ensemble des espèces. Donc, moi, je pense que c'est important à communiquer, c'est ce genre d'effet multiplicateur et que l'effet de precautionary principle est essentiel dans ce cas-là parce que la connaissance qu'on développe en laboratoire, une stresseur à la fois, dans un contexte environnemental où on cherche cette seuil magique là. Oui, je pense qu'il faut absolument il y a une dimension de réglementer important à faire.